Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours dans l'ancien décor, puisque finalement j'ai eu le temps de vous refilmer 3 ou 4 updates lecture avant d'empacter mes cartons, mais pour être honnête, dès que j'ai terminé de filmer ces vidéos, eh bien je commence à mettre mes livres en carton. Donc là pour le coup c'est vraiment les dernières vidéos que je tourne, j'en ai déjà fait une et il va m'en rester une ou deux je crois après celle-là. Bref, on va pas tergiverser là-dessus pendant 3 heures. Je viens ici pour vous présenter 3 nouvelles lectures. La première lecture dont je voudrais vous parler, il s'agit de La Maison des Secrets, le tome 1, écrit par Chris Columbus et Ned Vizzini et paru chez Pocket Jeunesse. Alors il est extrêmement rare que je dise ça d'un roman Pocket Jeunesse parce qu'en général je suis une grande férue de cette maison d'édition et j'ai tendance à peu près tout accrocher, mais ici il faut avouer que ça a été une lecture mi-figue, mi-raisin pour un roman qui a commencé très fort, que j'adorais, dont j'avais d'énormes attentes et pouf qui est retombé comme un soufflé. Alors ne nous le cachons pas, ce livre m'avait fait de l'œil. Après tout, quoi de plus attirant pour un lecteur qu'un roman où les personnages sont propulsés dans des livres. Et du coup j'ai commencé ce livre en mettant la barre très haute, certainement trop haute. Trop haute pour ce roman qui a fait semblant de tenir ses promesses avant de me décevoir un peu. Alors attention, on va pas non plus être négatif, La Maison des Secrets n'est pas un mauvais roman, on est juste très loin du très bon roman auquel je m'attendais. Je crois pour moi en fait que le problème de base vient que l'ensemble du roman m'a paru très brouillon. Pour vous faire un petit résumé qui va être très court, on va ici rencontrer 2 frères et une sœur qui vont être propulsés dans des mondes livresques suite au mauvais sort d'une sorcière, et donc eh bien ils vont essayer de se dépêtrer là-dedans, ils vont essayer de survivre et ils vont essayer de sortir de cette espèce de monde où ils savent pas ce qu'ils font. Il va donc leur arriver plein d'aventures et de mésaventures. Donc voilà, le résumé est assez simple, mais j'y ai trouvé quelques incohérences. Première incohérence, la rencontre de la sorcière avec la famille. Pour une raison que je vous laisse découvrir, le père de la fratrie a été obligé de déménager suite à une erreur. C'était un grand chirurgien connu, etc. Bref, ils cherchent une maison moins chère que celle qu'ils avaient avant. La famille va donc tomber sur un manoir pas vraiment abandonné, mais qui est inhabité depuis un moment et dont le prix est extrêmement bas. Ça va absolument pas les gêner et en fait dès le premier jour les enfants vont tomber nez à nez avec une sorcière, ce qui pourrait évidemment expliquer pourquoi le manoir reste abandonné comme ça. Jusqu'ici tout va bien. La première incohérence réside dans le fait qu'en fait la sorcière avait l'intention de les chasser comme elle le faisait avec tout le monde, jusqu'au moment où elle va apprendre le nom de famille des gamins, qui est Walker, qui en plus est un nom super répandu, mais elle a décidé que l'ancêtre des Walker était la personne qui avait maudit son père, et elle va donc décider de se venger. Quelle était la probabilité pour que les gamins Walker viennent dans le manoir qui appartenait en fin de compte au père de la sorcière? Je vous le demande. Je pense qu'elle est très faible et pour moi c'est la première incohérence ou la première facilité scénaristique, appelez ça comme vous voulez. J'aurais pu l'accepter sans souci si la suite n'avait pas été aussi chaotique. Oui, parce que les enfants vont donc être projetés dans les mondes des livres, les livres qui ont été écrits par le père de la sorcière qui était écrivain en imaginaire je crois, je ne sais même plus. Mais elle a voulu mélanger 3 mondes dans un seul univers et c'est complètement emmêlé les pinceaux. En tout cas, si elle sait pas emmêler les pinceaux, elle a complètement mêlé les miens. Alors certes, il aurait été largement plus cliché de les faire sauter d'un monde à l'autre, mais pour moi, ça aurait mieux fonctionné. Ici, en fait, elle mélange 3 univers livresques complètement différents dans un seul monde. Après tout, pourquoi pas? Parce que le mélange, il est complètement décalé et loufoque. Attention à ne pas nous perdre en route. Ici, j'y ai trouvé aucun lien, j'ai trouvé aucune raison particulière à ces 3 romans-là. Pourquoi cela et pas un autre? Et surtout j'ai toujours pas compris les 3 histoires de base des 3 romans. Elle a toujours pas
Non, pas compris. Les ados sont dans la maison, ils sont projetés en fait avec la maison dans l'univers, ils ont donc les livres, ils vont donc se dépêcher de lire tous les livres du père afin de trouver les univers dans lesquels ils ont été plongés. Jusque là je trouve ça génial, même si je trouve qu'ils ont une capacité de lecture assez extrême pour leur âge, mais au final ça va leur servir à rien ou presque. Moi je croyais que les clés pour s'en sortir, que les moyens de défense seraient dans les livres. Bah tiens, non, macache, que dalle. On apprend dans quel roman ils sont et ben c'est tout en fait. En fait pour moi ici on part d'une idée géniale mais qui manque carrément de clarté et d'approfondissement. J'ai terminé ce premier tome avec l'impression en fait que les auteurs n'avaient pas été au bout des choses et je dois le dire, ça m'a déçu et je lirai pas la suite. Ceci étant dit, je vais pas non plus être méchante, il y a plein de points positifs à ce roman, notamment un côté ultra visuel qui fait que sincèrement on a des images très précises en tête et j'en garde encore énormément de souvenirs de cette lecture. Les personnages aussi sont un bon point parce que ils sont cadrés dans le genre, ils sont assez typiques du genre, mais malgré tout, ça a fonctionné avec moi, je les ai bien aimés. On a d'abord Cordelia qui est l'aînée, qui est férue de lecture, qui donc a des connaissances en littérature qui sont assez sympathiques. Le frangin, lui, c'est plutôt un gamer, foutez-moi la paix, et la petite, elle est dyslexique. Comme je vous l'ai dit, on a quand même ça fait un petit peu cliché, mais pour moi, ça a fonctionné, pas de problème. À noter que le tome 1 se suffit à lui-même parce que les gamins vont réussir à sortir de leur galère et à retourner dans leur monde. Donc si vous n'avez pas envie de lire la suite, vous pouvez, même si l'on pressent à la fin du roman qu'il y a d'autres galères qui vont leur tomber sur le coin du paletot. J'ai été un peu trop perdue dans cet univers que j'ai trouvé brouillon, malgré ce côté page turner indéniable, il faut l'avouer, il se lit super vite, moi je l'ai lu très vite, il est très visuel, il a pas que des défauts ce livre. L'action elle s'essouffle jamais, mais le problème c'est qu'au final les événements m'ont fait l'effet d'un enchaînement sans queue ni tête, sans réel cause à effet. Il y a beaucoup de points qui selon moi auraient mérité d'être développés et du coup je suis restée sur ma faim avec un roman que j'ai pourtant lu rapidement et pour lequel je garde des images super précises, ce qui fait que c'est une super étrange sensation et donc comme je vous le disais tout simplement une lecture mi-figue mi-raisin. Je voudrais ensuite vous parler d'une petite pépite qui s'appelle Le garçon et la ville qui ne souriait plus, qui est écrit par David Brie et paru aux éditions Lynx. C'est un roman qu'il me tardait réellement de découvrir de par son synopsis qui m'attirait vraiment et aussi par de son auteur. David Brie est un auteur que j'ai découvert il y a fort longtemps, non pas avec sa sortie chez L'Homme sans nom, mais avec un ancien roman qui s'appelle 2087, roman dont je ne pourrai plus vous parler en détail mais qui me laisse encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, des images bien précises. Bref, de quoi vous dire que j'avais trouvé la plume de David Brie vraiment très marquante. Alors tout comme 2087, Le garçon et la ville qui ne souriait plus prend décor dans Paris, mais dans une époque bien différente puisque nous basculons de 2087 à 1858 et nous basculons donc de l'anticipation à l'Uchronie. Alors franchement, comme je vous le disais, c'est une petite pépite qui m'a enchantée dès le début de ma lecture. Le garçon et la ville qui ne souriait plus fait partie de ces petites claques littéraires dont je me souviendrai longtemps et ça a été sincèrement mon premier coup de cœur de 2019. L'histoire, elle est originale. La plume, elle est magnifique et chantante. Je sais pas comment vous le dire autrement, c'est vraiment ça, c'est chantant. L'atmosphère est envoûtante. Quant aux personnages, eh bien ma foi, ils sont à la hauteur du reste du récit. Tout d'abord, parlons quelque peu de l'histoire. Comme je vous le disais, nous sommes dans une Uchronie. Nous sommes donc dans une France qui est similaire à la nôtre à cette époque, mais tout de même quelque peu différente puisque cette France est devenue totalitaire sous le règne d'un empereur peu commode. Un état où la différence n'est pas tolérée et où votre identité vous est quelque peu imposée. De toutes les manières, ce sont vraiment deux thèmes forts dans ce récit, la différence et l'identité. Deux thèmes qui sont abordés avec tous les thèmes annexes tels que la tolérance, le rejet, etc. Le tout est extrêmement bien traité parce qu'il est sous couvert d'une histoire qui est pleine de rebondissements. Parce que, ne vous y trompez pas, Le garçon et la ville qui ne souriait plus est un roman qui bouge tout le temps, on ne s'y ennuie
jamais. Ici, on va donc suivre les pas de Romain, fils d'un bourgeois fortuné et d'une aristocrate ruinée qui se raccroche comme elle le peut à son titre de noblesse. Mais il faut le dire, Romain étouffe de cette mère trop à cheval sur les apparences et les convenances. Quant à son père qui est policier, il est tout le temps absent. Alors chaque nuit, en secret, Romain s'échappe et va rejoindre la cour des miracles et ses anormaux. Parce que sur l'île de la cité sont rassemblés tous les gens qui ne rentrent pas dans les clous d'une église qui est encore plus totalitaire et intolérante que le reste de l'État. Les difformes, les handicapés, les gens de couleur, les trop petits, les trop grands, les trop maigres, les trop gros, tous ces gens qui sont hors du moule sont rejetés comme des malpropres dans ce lieu de misère où pourtant semble régner une liberté qui est interdite à Romain. Une liberté mais aussi une joie malgré cette misère. Mais la routine du jeune garçon va être bouleversée le jour où il va apprendre qu'un complot vise les habitants de la cour et c'est ainsi que David Brie va vous emmener dans une histoire et une enquête sensationnelle dont je suis ressortie complètement conquise et bouleversée à la fois. Ce roman a une atmosphère totalement incroyable, atmosphère qui est donnée d'une part par la plume de David Brie que j'ai trouvé assez exceptionnelle et l'imagination de cet auteur. C'est une ambiance dans laquelle il est très facile de se plonger mais il est extrêmement difficile d'en sortir, tout simplement. Il est très difficile de sortir du roman et de son atmosphère comme il est très difficile de quitter les personnages qui ont été créés par David Brie. Romain, lui, il est tout en courage et tout en sensibilité et il va être épaulé par la loyauté sans faille de son meilleur ami Ambroise. Et finalement, c'est à deux que les jeunes gens vont réellement faire la connaissance des personnes qui enrichiront certainement le plus leur vie, les habitants de la cour des miracles. Enrichissant le plus de par leur liberté, de par leur différence, de par leur libre pensée. Entre Hakou qui a le malheur d'avoir la peau noire, Joséphine dont le giron bien rembourré est mal vu de l'aristocratie bien pensante, ou encore de Lyon, le roux à l'œil balafré qui lui a valu sa disgrâce. Tous les personnages qui ont été créés par David Brie sont impressionnants de réalisme et de charme. Poursuivis par les lames noires qui sont des espèces de soldats à la solde de l'église, en danger à quasiment chaque moment de ce livre, les deux garçons vont nous emmener dans un rythme vraiment enlevé à la découverte de cet univers. Bref, vous l'aurez compris, Le garçon et la ville qui ne souriait plus m'a fait démarrer l'année, je vous l'ai déjà dit, sur un magnifique coup de cœur tout en poésie et en tolérance. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va changer complètement de genre puisqu'on va partir dans un genre que j'affectionne, le zombie, avec le tome 2 de Projet Cornelia, écrit par Denis Labbé et paru aux éditions Sema. Denis Labbé, je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous suivez ma chaîne et d'ailleurs même si vous suivez d'autres chaînes. Je le suis notamment pour tout son univers sur les zombies. Il a créé un univers dans lequel, eh bien, on a plusieurs séries. Les Errants, qui est une trilogie parue aux éditions du Chat Noir, Les Marcheurs, qui est une trilogie parue aux éditions Rebelle, et il y a Projet Cornelia, qui est une duologie parue chez Sema Éditions, et je crois qu'il y a encore un ou deux autres romans qui se baladent dans le même univers quelque part. Projet Cornelia fait en fait suite à la trilogie des Errants, mais comme je vous l'avais dit pour le tome 1, il peut quand même se lire à part, même si c'est enrichissant de lire Les Errants d'abord, il peut tout à fait se lire à part. Bref, ce tome 2 conclut la série de Projet Cornelia et je n'ai pas encore commencé Les Marcheurs et quelque part j'en suis très contente parce que je sais qu'il me reste encore un petit quelque chose à grignoter dans cet univers que j'aime tant. Ce que j'aime, et on le retrouve encore une fois dans ce deuxième tome, c'est la façon dont Denis Labbé arrive à nous apporter de l'originalité dans un sujet qui a été maintes fois revisité. Je veux dire, le zombie, c'est pas nouveau, tout le monde connaît, il y a eu maintes films, maintes comics, maintes BD, maintes romans là-dessus, et des fois, eh bien, j'ai un peu peur de tomber dans de la redondance, même si je dois l'avouer, j'affectionne particulièrement, j'affectionne le côté survivaliste, etc. Ici, dans ce deuxième tome, nous allons continuer à suivre nos héros, nous allons donc continuer à suivre Cornelia, évidemment, Jean-Mi
Jean-Mich et puis aussi Émilie et la petite nouvelle et 4e. Et j'ai vraiment adoré ce deuxième tome qui est dans la continuité du deuxième et dans la continuité des errants. Je ne vais pas vous faire une chronique très longue puisque voilà, nous sommes dans un univers qui a déjà été planté. Donc en fait, dans les errants, vous avez le début de l'épidémie dans cette trilogie, donc vous savez ce qui l'a déclenché, etc. Et dans Projet Cornelia, finalement, vous êtes carrément en plein dedans. Et donc, eh bien, c'est Cornelia qui s'exprime, qui vous parle et qui raconte cette histoire. Et ma foi, c'est fort bien écrit. Comme je vous le disais, j'aime le fait que Denis Labbé ne se contente pas d'un roman survivaliste classique, mais qu'il aime aller un petit peu plus loin en nous présentant des choses qui sont originales, mais qui sont tout à fait crédibles. Il pense à des choses qui pourraient arriver et auxquelles on ne voit pas toujours. Je veux dire, les errants, d'accord, ok, c'est un problème d'avoir des zombies, mais une fois l'hiver venu, lorsque vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de bouffe, vous n'avez plus rien, vous devez affronter le froid, vous devez affronter la méchanceté de certaines autres personnes qui seront prêtes à tout pour survivre, etc. Et finalement, tout ça est fort bien mené. Ici, ils vont atterrir dans une ville de Verdun qui a été repris par l'armée. Ce n'est pas pour ça que tout va bien se passer. Et on voit en fait ici un petit peu le mépris entre guillemets que va avoir l'armée envers le groupe, dans le sens où l'armée pense qu'étant soldats, ils savent tout mieux que tout le monde. Seulement, eh bien, Jean-Mich et Cornelia, ils survivent depuis le début. Ils ont appris énormément de choses et finalement, ils vont pouvoir en remontrer à leurs aînés. Ça, c'est aussi un point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on tombe dans des personnages qui ne se laissent pas du tout marcher sur les pieds et en plus, il y a des retournements de situation. Il y en a notamment un auquel je ne m'attendais pas, mais je suis tombée sur le cul quand j'ai lu ça. Et c'est extrêmement bien pensé. En lisant le roman, j'avais rien vu venir. Et quand il y a eu le rebondissement et quand on a eu l'explication, tiens, elle a agi comme ça et tout, machin, tiens, il lui est arrivé ça, tiens, lui, il lui est arrivé... Je fais mais oui, mais bien sûr, ok. Voilà, c'est extraordinaire. Il faut savoir aussi que les zombies sont retravaillés par Denis Labbé. Vous avez plusieurs sortes de zombies, vous n'avez pas juste le zombie classique, vous avez ceux qui sont au stade larvaire, qui n'ont pas été finis, vous avez les sprinters qui sont très rapides, vous avez ceux qui sont très forts, donc qui sont quasiment indestructibles, et donc en fait on n'a pas que des zombies stupides qui se jettent sur nos personnages, on a des zombies qui sont capables de s'organiser et d'attaquer, et ça fait toute la différence. On est encore une fois dans un roman young adult, mais ne croyez pas que c'est édulcoré pour autant. Denis Labbé n'y va pas avec le dos de la cuillère, ni envers les combats avec les zombies, ni au niveau de la maltraitance envers ses personnages, puisque croyez-moi, ils ne vont pas avoir une vie super cool. Bref, c'est un deuxième tome qui a été à la hauteur de mes attentes, qui a été à la hauteur du reste de l'univers de Denis Labbé, et Cornelia est mon personnage préféré et de loin de toute la série. J'ai dû la laisser, j'ai dû l'abandonner ici, et voilà, ça m'a quand même fait un pincement au cœur, je dois l'avouer. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai encore la série Les Marcheurs. Donc les Marcheurs, on ne va pas voir Cornelia, on suit un autre groupe. Mais voilà, je n'abandonne pas totalement l'univers, donc c'est déjà ça de gagner. Mais si vous êtes amateur de zombies, sincèrement, je pense que l'univers de Denis Labbé vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu et à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!